Didier Raoult, il est localisé à la faculté de pharmacie juste à côté, et donc c'est la rencontre finalement pas évidente au départ, de la chimie et de la microbiologie, et c'est une rencontre fructueuse comme il va vous le montrer, puisque lui il a un certain nombre de molécules qu'il connaît, et non seulement qu'il connaît, mais qu'il sait manipuler, qu'il sait transformer, ce qui est évidemment un point très important. Nous on a des microbes avec des questions, et donc on met les deux ensemble pour voir comment les molécules que Jean-Michel connaît et travaille peuvent schématiquement détruire, combattre un certain nombre de microbes, donc avec des perspectives qui sont vraiment dans un certain nombre de thèmes et d'unités. Donc je leur remercie d'avoir, un peu au pied levé finalement, accepté de donner ce séminaire. Merci. Merci Michel. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous raconter une histoire en fait, plus sur une molécule en particulier, parce que vous n'êtes pas chimiste, la chimie ça va être un peu trop rébarbatif pour vous. Donc ça va être un peu sur la compréhension en fait de l'activité biologique d'une molécule, typiquement celle-là qui est issue de l'immunité chez le requin, et voir en quoi toute cette compréhension d'activité biologique peut aider le chimiste dans le design de nouvelles molécules à activité beaucoup plus importante ou plus facile d'accès. Alors tout d'abord, pourquoi le requin et pas l'autruche, le chat? En fait, ça vient d'une remarque, une constatation personnelle en fait. Dans les aquariums, quand vous allez dans un grand aquarium, genre Monaco, vous avez beaucoup de requins et de poissons. Pour les poissons, on donne tout le temps des traitements antifongiques et antibactériens, parce qu'ils sont très sensibles aux infections. Alors que dans le cas des requins, on ne leur donne jamais rien, parce qu'en fait, ils se défendent tout seuls. Donc l'idée, c'était de comprendre d'où venait cette espèce d'immunité, en fait, vis-à-vis de toute attaque pathogène. À l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, en fait, il avait été étudié le requin pour une molécule, et en fait, tout s'est croisé, comme vous allez le voir un peu dans ce que je vais vous présenter par la suite. Donc historiquement, le requin, c'est un des animaux qui est plus sur Terre, en fait, ça fait à peu près 400 millions d'années qu'il est sur notre planète. On sait depuis très longtemps que l'huile de faune de requin a été utilisée par des peuples scandinaves pour leurs propriétés fortifiantes, revitalisantes, cicatrisantes. Et le système immunitaire du requin a un système très particulier par rapport à l'ensemble des animaux vivants sur cette planète, en fait. Il est totalement différent de ce qu'on peut trouver chez un mammifère. Et il est lié essentiellement à plusieurs types de molécules, des alkylglycérols notamment, et la molécule dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la scolamine. Alors pourquoi étudier le requin? Donc comme je vous l'ai dit, en fait, il est plutôt sensible à différentes infections, que ce soit pour les champignons ou bien les bactéries. Et d'autre part, le plus intéressant à l'époque, quand cette étude a débarré, en fait, c'était que le requin, en fait, c'est le seul animal au monde qui ne développe pas de cancer. Donc là, en fait, je vous ai mis un extrait de Terre du futur en 2007. Il y a un institut, Smithsonian, qui a montré qu'en fait, qu'aucune tumeur maligne n'a été détectée chez plus de 25 000 requins étudiés. Et quand on les a explosés à des fortes doses d'aflatoxine, donc un produit carcinogène, en fait, il y a un seul requin qui a développé une tumeur, et encore, elle était bénigne. Donc au final, on voit qu'ils ont quand même une façon de se protéger très intéressante par rapport à ça. Et ce qui a intéressé, notamment les Américains, à étudier les molécules mises en œuvre par ce requin-là. Donc nous, notre étude, elle se base sur un requin typique qui est le Squalus acanthias. Donc son nom commun en anglais, c'est Spiny Dogfish. C'est un petit requin de 70 à 90 cm, c'est la roussette, que l'on peut trouver, comme vous voyez sur la carte, la zone rouge, donc notamment en Méditerranée, donc ça c'était bien pratique pour moi au départ. En Atlantique, etc., en Pacifique, pas au Japon. Et en fait, c'est un requin qui vit relativement vieux, 75 ans, alors que la moyenne des requins, les plus gros requins vivent environ 30 ans. Donc on ne sait pas si les molécules ont une espérance de vie plus importante. Et donc la molécule que l'on a isolée de ce requin, Squalus acanthias, bon, elles sont au nombre de deux. Donc il y a typiquement la scolamine et la truduskémine. Alors ces molécules-là, on va les détailler un peu plus quand même. Donc, cet enchaînement ici, là, ça rappelle typiquement un cholestérol, en fait, c'est un stérol. Ces molécules-là sont tous les deux des stérols, donc avec leurs 4 cycles ici bien caractéristiques des fonctions stérols. Un groupement sulfate, ici en position 24, un groupement hydroxyle, position 7, et une chaîne polyaminée, caractéristique de ce type de composé-là, puisque c'est le seul produit stéroïdien comportant des noyaux de type azote qui a été isolé dans la nature, quel que soit le règne que l'on a pu étudier. Et la scolamine et la truduskémine ne diffèrent en fait que par la longueur de la chaîne ici, puisqu'en fait elle est plus longue de 3 carbones et d'un groupement azoté supplémentaire.
Donc chez le requin, la distribution de cette scolamine en fait se retrouve un peu dans tous ses organes, mais principalement quand même dans le foie. Donc ensuite, bon, la rate, l'estomac, 1 microgramme par gramme, mais quand même, on voit des faibles quantités dans le requin, mais qui sont tout le temps présentes de sa naissance jusqu'à sa mort, et donc qui le protégeraient en permanence de toute attaque, soit cancer ou bien infection, comme on l'a dit tout à l'heure. D'où l'intérêt d'étudier ce requin-là. Donc les premières études, comme je vous l'ai dit, en termes d'activité, ça a été de déterminer que la scolamine avait un potentiel anti-angiogénique très important. Et notamment, ce qui a été fait au tout départ par une société qui s'appelait Genera, de l'étudier dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez, au niveau des yeux, vous avez la prolifération de petits vaisseaux sanguins qui diminuent complètement votre vision, qui donnent une opacité, et donc en fait, vous voyez de moins en moins bien. Et la scolamine, traitement par des gouttes, ou bien en IV, permet de réduire ces vaisseaux sanguins qui prolifèrent. Donc ça a été le plus étudié. De même que la scolamine a un effet au niveau du diabète et de l'obésité, puisque le requin est un animal qui peut des fois ne pas manger pendant plus de 6 semaines, 9 semaines, et tout ça serait dû à la scolamine, et plus précisément à la troduskimine en fait, qui aurait un effet au niveau du cerveau et suppression donc en fait de la satiété. Donc une autre application liée un peu quand même à l'angiogénèse, ça a été le traitement dans le cas du cancer, notamment ovaire, prostate et poumon. Et ceci spécifiquement en association avec des anticancéreux classiques tels que le cisplatine ou bien le taxotere. Et ce qui nous a intéressé plus particulièrement, c'est qu'il avait été simplement suggéré au début de l'isolement de cette molécule-là que la scolamine possédait des activités antimicrobiennes. Alors au départ, comment obtenir de la scolamine? Eh bien, comme c'est pas commercial, au départ j'ai demandé à des pêcheurs de ramener les requins qu'ils pêchaient et que d'habitude ils rejetaient à la mer pour récupérer les foies et extraire au fur et à mesure la scolamine. Une fois que j'ai eu un échantillon de scolamine, eh ben, j'ai pu commencer à faire quelques tests avec les étudiants que j'avais à l'époque. Et donc dans le cas des antimicrobiens, donc en fait pour soigner les infections antimicrobiennes, vous savez très bien qu'on utilise différentes classes d'antibiotiques. Alors ici les 4 principales classes d'antibiotiques, donc le bêta-lactame, comme cible la paroi cellulaire, les polypeptides de type la polymyxine B, qui target précisément les membranes, les macrolides, donc avec l'érythromycine, et les quinologues, qui target l'ADN et l'ARN. La scolamine, comme vous le voyez en termes de structure, en fait ne ressemble en rien, pour ceux qui connaissent la polymyxine, mais on la reverra un peu plus tard, l'érythromycine, ne présente absolument aucune communauté avec l'ensemble de ces antibiotiques-là et apparaît complètement à part. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est de voir, d'utiliser cette scolamine-là. Pourquoi? À cause des phénomènes de résistance. Donc, vous connaissez tous donc, la multirésistance qui apparaît et qui est très présente déjà chez nous. Donc, avec plusieurs alertes qui sont mises notamment dans les journaux grand public. Donc, je cite pour mémoire, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, Enterococcus résistant à la vancomycine et Mycobacter tuberculosis résistant à l'isoniazide et la rifampicine. Donc, quels sont les mécanismes de résistance qui sont mis en œuvre? Donc, je vous les rappelle assez rapidement. Donc, un antibiotique peut agir au niveau de la cellule en rentrant par une porine, typiquement, pour atteindre sa cible, on va dire intracellulaire. Mais les bactéries sont capables, dans ce cadre-là, de supprimer l'expression des porines, et à ce moment-là, la molécule d'antibiotique ne peut plus rentrer, et donc il y a apparition d'un phénomène de résistance. Deuxième mécanisme de résistance qui peut apparaître, un antibiotique peut pénétrer à l'intérieur de la bactérie, mais peut être efflué par des pompes d'efflux, donc qui vont conduire à diminuer la concentration intracellulaire de l'antibiotique, qui va devenir inactif par la surexpression de ces pompes d'efflux par les bactéries. Troisième mécanisme, c'est un antibiotique généralement a une cible bien donnée. Si cette cible, bon, par exemple en jaune, en fait, mute en un carré violet, ben, en fait, l'antibiotique n'est plus reconnu par la cible, ou la cible n'est plus reconnue par l'antibiotique comme on veut, et donc du coup, apparition de la résistance. Et le quatrième mécanisme de résistance, c'est qu'un antibiotique peut être dégradé par des enzymes qui seraient intracellulaires ou extracellulaires, sous la forme de métabolites qui sont totalement inactifs, et donc à ce moment-là, apparition de la résistance. Alors le problème, c'est comment essayer de combattre cette résistance-là. Donc, bon, plusieurs méthodes. Hein. On peut tout d'abord rationaliser l'utilisation des antibiotiques connus,
pas les utiliser à tout va et contre des choses qui n'ont pas lieu d'être. D'autre part, on peut essayer de restaurer l'activité des antibiotiques en faisant des synergies avec différentes molécules, ou bien essayer de développer de nouvelles classes d'antibiotiques. Alors dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à l'heure actuelle, on fait beaucoup de modifications structurales des grandes classes d'antibiotiques, avec un problème qui est sous-jacent à ça, c'est que généralement on a acquisition de la résistance qui quand même apparaît au bout de quelques mois d'utilisation. Ou alors recherche de nouvelles classes d'antibiotiques, soit à partir de librairies de composés synthétiques que l'on teste par des screenings dans l'aveugle, ou bien à partir de la nature, soit à partir des animaux. Alors il y a un exemple assez récent, ça fait une quinzaine d'années maintenant, sur les grenouilles, où on a isolé des polypeptides très actifs, des maguénines, et qui ont été utilisés, mais à ce jour pas développés à l'échelle humaine. Ou d'autre part, à partir des champignons, des plantes ou des levures. Alors si on repart au niveau des activités antimicrobiennes de scolamine, quand on a démarré ce travail, en fait, les seules données qui étaient disponibles étaient les suivantes. À savoir qu'il avait été montré que la scolamine atropuskémine avait une activité sur les bactéries gram-négatives, avec 1 à 4 microgrammes par millilitre d'activité en termes de CMI, sur les bactéries gram-positifs, 1 microgramme environ d'activité, et sur les levures, typiquement candida albicans, 4-8 microgrammes par millilitre. Et ce, par exemple, en comparaison avec l'ampicilline. Donc vous voyez bien qu'en fait, la scolamine atropuskémine a un spectre d'activité qui était relativement large dès le départ. D'autre part, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est quand même les concentrations hémolytiques minimales étaient supérieures à 100 microgrammes par millilitre, et la dose tolérée chez un homme est de 500 mg par jour en scolamine. Donc en fait, ce qu'on pouvait espérer, avoir un développement de ces molécules-là dans le domaine de la santé humaine. Alors quand on a repris ce travail, on a commencé avec Kamel Alamut, qui a fini sa thèse l'année dernière. On a tout d'abord essayé de voir le spectre d'activité de ces bactéries-là. Donc sur plus de 135 souches issues de patients atteints de la mucoviscidose, on a pu démontrer que la scolamine et certains dérivés, ASD1, ASD2 étant des dérivés synthétiques dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qu'on a synthétisé au laboratoire et qu'on a testé, on pouvait obtenir un large spectre d'activité avec des nids qui varient de 2 à 64 microgrammes par millilitre dans l'ensemble des bactéries gram-négatives, mucoïdes ou pas, et des gram-positifs, avec des nids là de 2 à 4 microgrammes dans tous les cas. Par ailleurs, on a pu montrer également récemment qu'elle marchait très bien sur différents types de champignons, avec des miques qui sont relativement bonnes, notamment pour le dérivé SD1, qui marchent de 1 à 4 microgrammes par millilitre, quelle que soit la souche de champignons ou de levures traitées, et qui sont généralement par contre résistantes à tous les antifongiques connus. Donc en fait, dans ce cas-là, aucun problème vis-à-vis de la résistance à ces composés. Donc moi, en tant que chimiste organicien, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qui est important dans cette molécule-là. Qu'est-ce qui fait que cette molécule est un antibiotique, quelle peut être sa cible, pour essayer de faire du design après de cette molécule-là. Donc en fait, la question s'est très vite posée de savoir quel était le mécanisme d'action de cette molécule. Donc en fait, maintenant, je vais essayer de vous montrer comment on est arrivé à démontrer complètement le mécanisme d'action, que ce soit sur les bactéries gram-positives, gram-négatives, et qu'est-ce qu'on peut en tirer en enseignement pour le chimiste. Alors quand on a démarré, donc la scolamine a été isolée en 1993, et en 1995, il y a un Américain, Sadovnik, qui a proposé que la scolamine pourrait être un ionophore. Alors, je vais vous expliquer après ce qu'est un ionophore. Mais en fait, Sadovnik était parti du principe qu'en synthétisant cette molécule-là, qui ressemblerait, qui serait un cousin éloigné de la scolamine, où on aurait inversion simplement de la chaîne polyamidée du sulfate ici et ici, on pourrait obtenir donc ce type de molécule qui présenterait une face apolaire ici, par les noyaux ici, et une face polaire avec tous les groupements azotés d'un côté et un groupement sulfate. Alors, il partait de l'hypothèse que ces deux molécules-là seraient organisées de la même façon, soit la scolamine ou bien son analogue-là, par la formation d'un macrocycle, c'est à savoir qu'en fait on aurait une interaction entre le groupement NH3+ ici et le groupement sulfate, et que ça formerait typiquement un macrocycle, avec une phase donc polaire et une phase apolaire. Pourquoi ça? Parce qu'il prétendait qu'on pouvait faire une analogie avec l'antiphotericine B, qui est un antifongique bien connu, et qui comporte bien une phase apolaire ici, une phase polaire, et qui marche comme un ionophore, comme le décrit Sadovnik. Alors il semblait être conforté par son hypothèse parce qu'il avait la même CMI de 2,5 microgrammes par ml sur échelle Chacolli.